Monsieur le président, madame et monsieur le rapporteur, madame la ministre, chers collègues, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances de 2025, examen pour le moins troublé cette année, nous sommes donc aujourd'hui amenés à discuter de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation. Je tiens tout d'abord à rappeler l'immense respect du groupe socialiste, écologiste et républicain pour l'ensemble des acteurs du monde combattant d'hier et d'aujourd'hui. La question de la reconnaissance mémorielle revêt une importance primordiale. Elle participe aux fondations du vivre ensemble dans notre pays et ces valeurs sont aujourd'hui fondamentales et doivent être plus que jamais défendues. En 2025, cela a déjà été dit, le nombre de bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité diminuant tendanciellement, les crédits de cette mission se réduisent très légèrement, de l'ordre de 1,1% par rapport à la loi de 2024. Concernant les pensions et les allocations, il apparaît que la revalorisation, je vais revenir moi aussi là-dessus, du point de PMI est toujours en deçà de l'inflation et nous avions déjà alerté sur ce sujet en 2024. Et bien que je salue la volonté exprimée par le gouvernement précédent de revaloriser de 1,07 le point de PMI, il ne progresse toujours pas au rythme de l'inflation qui, selon les prévisions, sera à 1,6. Et nous ne pouvons que regretter cet écart puisque préserver le pouvoir d'achat de ces retraités dont les pensions sont déjà très faibles est indispensable. Un autre point dont nous nous réjouissons est le maintien des subventions versées à l'INI et l'augmentation de 3,2 millions d'euros versés à l'ONAC, l'Office national des combattants, chère Jocelyne, et des victimes de guerre. Nous saluons enfin la hausse du crédit accordé au financement du dispositif Athos pour renforcer l'accompagnement des militaires blessés psychologiquement et de leurs familles. Les maisons Athos accueillaient début 2024 plus de 400 membres au sein de leurs 4 maisons. Une nouvelle maison Athos a par ailleurs vu le jour sur mon territoire en Haute-Garonne, très près de chez moi, à Villefranche-de-Lauragais en 2024. Et ayant commis en 2014 un rapport sur le syndrome post-traumatique, je ne peux que me réjouir de cela. Et il convient vraiment de poursuivre la pérennisation de ces maisons. Ce projet de loi de finances consacre aussi une augmentation de 10,1% des crédits alloués aux actions en faveur des rapatriés. Et tout d'abord, les moyens accordés pour le versement des allocations de reconnaissance et les allocations viagères sont en augmentation, conséquence bien sûr de la levée de la forclusion en 2022. Nous proposerons par voie d'amendement d'aller plus loin et de mettre fin aux disparités existantes afin d'étendre la rente viagère de 700 € par mois accordée aux veuves d'anciens supplétifs à toutes les veuves sans tenir compte de la date du décès de leur mari dans un souci d'équité et d'équilibre. Il s'agirait d'un acte de reconnaissance à l'égard de ces retraités à la pension modique. Nous demandons également l'adoption, comme tous les ans, d'un amendement visant à assurer l'indemnisation des 22 supplétifs restants de statut civil de droit commun de la guerre d'Algérie qui se sont vus refuser l'allocation de reconnaissance. La diminution naturelle du nombre de bénéficiaires des allocations s'accompagne dans ce budget d'une hausse des dépenses de réparation du préjudice subi par les harkis pour l'indignité des conditions de leur accueil qui avait été instituée par la loi de février 2022. Nous l'avions dit lors de l'examen en séance, ce projet de loi ne pouvait avoir valeur pour solde de tout compte, et le travail de reconnaissance doit se poursuivre. La France a d'ailleurs, cela a été dit, été condamnée par la CEDH, c'est le texte Tamazoun, le 4 avril 2024, pour les conditions de vie qui n'étaient, selon elle, pas compatibles avec le respect de la dignité humaine des harkis dans les camps, donc en particulier pour Bias et Saint-Maurice-l'Ardoise, dans lesquels les rapatriés souffraient d'une privation de liberté. Et la CEDH, je le cite, considère que les montants accordés par les juridictions internes ne constituent pas une réparation adéquate et suffisante pour redresser les violations constatées. Or, il semblerait que le coût budgétaire de la revalorisation ne soit pas répercuté dans les crédits inscrits dans ce PLF. Donc, je m'interroge au regard de la faiblesse du budget. Comment comptez-vous faire, Madame la Ministre, pour faire respecter ce droit et limiter les délais d'indemnisation? Enfin, nous notons dans ce PLF une augmentation significative de 57,4% des crédits consacrés aux liens armée-jeunesse, qui marque la volonté du gouvernement de réformer la journée, la JDC, qui sera plus immersive afin de susciter davantage de vocations pour les carrières militaires. Au-delà de la JDC, qui est une journée obligatoire pour tous les jeunes, M. Macron avait mis en place le service national universel en 2019, qui avait pour objectif de permettre aux jeunes de tous horizons de réaliser un séjour de cohésion
Ce séjour étant suivi d'une mission d'intérêt général. Dans son rapport de 2024, la Cour des comptes a pointé du doigt des objectifs incertains et l'insuffisante planification des moyens pour la montée en charge, puisque le président avait annoncé vouloir le généraliser en 2026. Ce dispositif apparaît aujourd'hui comme peu lisible pour les jeunes et ils sont chaque année moins nombreux à participer. Ainsi, en 2023, ils étaient autour de 40 000 au lieu des 64 000 attendus. Ainsi, au regard des conclusions de ce rapport, il apparaît opportun de se questionner sur l'avenir même de ce dispositif SNU qui, s'il était généralisé, aurait un coût de 3,5 milliards à 5 milliards. Nous espérons, Madame la Ministre, que ces pistes de réflexion seront prochainement étudiées par le gouvernement. En tout état de cause, le groupe SER votera pour l'adoption des crédits de cette mission.